Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5, on revient dans le brin d'histoire. Jean-Paul, on va combien d'années en arrière? 221 ans en arrière. 221 ans? Oui. Waouh. Nous sommes le 3 juin aujourd'hui, donc nous partons exactement le 3 juin 1800 où la ville de Washington DC devenait officiellement la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Alors, il faut bien comprendre que on va essayer de faire court parce que l'histoire des États-Unis est assez longue. Ouais. Pour bien comprendre les choses, il faut savoir que après la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, il va y avoir une guerre de décolonisation contre l'Empire britannique, contre la couronne britannique. Cette guerre va durer jusqu'en 1783, date à laquelle la couronne britannique va reconnaître les États-Unis d'Amérique. Et c'est à partir de là que les États-Unis vont par la suite essayer maintenant de mettre en place les institutions qui vont constituer cet État-là. Donc, après avoir mis en place la Constitution des États-Unis en 1887, elle va donc décider de se doter d'une véritable capitale, mais une capitale parfaite, parce que les pères fondateurs, George Washington ou Thomas Jefferson, voulaient d'une capitale qui soit différente des autres, qui aussi bien par son architecture que par son emplacement à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Et donc, les Américains vont décider que pour l'emplacement pour l'emplacement de la capitale, il faut savoir que avant 1800, entre 1776 et 1800, il va y avoir des espèces de rotation au niveau du lieu où sera la capitale. Parce que là où il y aura le président, il va y avoir la capitale à ce niveau-là. C'est ainsi qu'il va y avoir, par exemple, des villes qui vont être de manière éphémère. La capitale des États-Unis, des villes comme New York ou Baltimore vont pendant quelques mois être le siège de la présidence des États-Unis. Et puis, à partir de 1791, donc George Washington et Thomas Jefferson en tête vont décider donc de créer une capitale fédérale, doter les États-Unis d'Amérique d'une capitale fédérale. Alors pour l'emplacement, ils vont décider, les pères fondateurs, que pour ne léser ni le nord ni le sud, il fallait une capitale qui soit placée au juste milieu, entre le nord et le sud. Et c'est ainsi que un territoire qu'on appelle le District of Columbia, qui est situé en réalité entre l'État de Virginie et celui du Maryland, va être cédé par ces deux États-là au gouvernement fédéral. Alors, où est-ce qu'on va au niveau de l'État du Maryland? Ils vont choisir à côté de la ville de Georgetown, c'est cette ville qui existait dedans. Et puis, du côté du Maryland, il y avait la ville de Virginie. Donc, la ville d'Arlington, dans l'État de Virginie. Donc, c'est entre ces deux villes-là, dans une région marécageuse qui est située entre la rivière Potomac, que va être construite la ville de Washington. Alors, sur le plan, sur la manière dont cette ville va être construite, ils vont faire appel à un ingénieur architecte français qui s'appelle Pierre-Charles L'Enfant. Et c'est à lui, ce ingénieur militaire avait combattu avec le général Lafayette du côté des révolutionnaires américains, si on peut parler ainsi. Et donc, c'est à lui que Thomas Jefferson et George Washington vont demander d'établir les plans de construction. Et que va faire Pierre-Charles L'Enfant? Il va construire une ville sur la base de ce qu'il avait vu en France. Et donc, il va s'inspirer de Paris, particulièrement de la ville de Versailles. Et donc, il va construire la ville autour de 3 monuments principaux. On a le mémorial George Washington d'un côté, on a le mémorial Abraham Lincoln, on a ensuite la Maison Blanche sur Pennsylvania Avenue, et à côté on a évidemment le Congrès, le Capitole, où siège le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Donc c'est autour de ce triangle-là en fait que la ville va être faite de quoi? D'espèces de damiers qui, à chaque fois, se retrouvent sur des ronds-points. C'est comme ça que, structurellement, Washington va être construite. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va, justement, s'inspirer les bâtiments vont être construits sur la base, en s'inspirant des bâtiments géorgiens tels qu'ils existaient en France à partir du 18e et du 19e siècle. Donc, c'est ces
constructions-là aujourd'hui qui constituent l'essentiel de Washington. Et Washington est l'une des rares villes, par exemple aux États-Unis, où il n'y a pas de gratte-ciel. Toutes les constructions sont à une hauteur limitée, justement pour ne pas dépasser la taille du Congrès, qui est le bâtiment le plus élevé des États-Unis. Donc ça, c'est une autre particularité. Et puis, une fois que la ville va être décidée, on va décider de la construire en 1791, eh ben, les travaux vont commencer par la construction tour à tour du Congrès, du Capitole d'abord, et de la Maison-Blanche. Et lorsque Thomas Jefferson va arriver en 1800 à Washington, eh bien, il faut savoir que la Maison-Blanche n'était pas terminée. Il va d'abord résider pendant plusieurs mois dans un hôtel Holiday Inn. Et par contre, à partir du 27 novembre 1801, eh ben, le Capitole va être achevé, et puis c'est là où, à partir de ce moment-là, que le Capitole va s'installer. Donc les sénateurs et les députés vont entrer dans ce bâtiment, et par la suite, la Maison-Blanche, qui à l'époque ne s'appelait pas la Maison-Blanche, s'appelait l'Executive Mansion, ça veut dire la maison présidentielle, et c'est une appellation qui ne va pas mettre du temps, puisque rapidement, en raison de la coloration du bâtiment, eh ben, elle va devenir la White House, la Maison Blanche, et c'est l'appellation qui est restée jusqu'aujourd'hui. Et puis à partir de cela, il faut savoir qu'il va y avoir... Tous les grands bâtiments administratifs de Washington sont blancs. Oui, tous les bâtiments, effectivement, vont justement s'inspirer de la couleur de la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce que le blanc, c'est une couleur neutre. Et donc, l'État étant neutre, il ne fallait pas que, effectivement, on joue sur les couleurs. Par exemple, si on aurait mis le bâtiment rouge, ça aurait énervé les États du Nord, parce que le rouge est l'une des couleurs préférées des États confédérés du Sud. Donc, imaginons qu'on ait mis les bâtiments en bleu. Ça aussi, ça devait énerver les États du Sud, parce que la plupart des États du Nord ont la couleur rouge comme étant leur couleur principale. Donc, le blanc, c'est une couleur neutre, et donc ça évite de frustrer aussi bien les Américains issus du Sud que ceux issus du Nord. Donc, c'est comme ça que la plupart des bâtiments à Washington, comme tu le dis, tous les bâtiments fédéraux, donc, qui sont des bâtiments donc, de service public qui incarnent l'État, sont donc de couleur blanche. Et puis, il faut savoir que Washington, dans son histoire, va être partiellement détruite lors de la guerre contre le Royaume-Uni, qui va durer entre 1812 et 1815. Et durant cette période-là, Washington va être quasi à moitié détruite. Même la Maison-Blanche va être aux 2/3 détruite. C'est après cette guerre américano-britannique entre 1812 et 1815 que la construction de la ville de Washington va être refaite presque à l'identique, et c'est une reconstruction qui va durer un peu plus de 15 ans. Et donc, à partir de là aussi, il faut savoir que l'une des autres caractéristiques de Washington, c'est l'une des villes qui a la plus forte concentration de population noire aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va abolir l'esclavage aux États-Unis, eh ben, les Noirs qui vont fuir les plantations vers le sud auront tendance à aller vers Washington. Pourquoi ? Parce que c'est une ville nouvelle, neutre, dans laquelle il n'y a pas de loi ségrégationniste. Et c'est le fait que, justement, dans cette ville où il n'y ait aucune loi ségrégationniste, va faire que, évidemment, ça va constituer un appel d'air pour les Noirs qui voulaient vivre dans un État où ils pourraient jouir d'une relative liberté en termes de droits. Et donc, ils sont venus massivement s'installer dans la ville de Washington, au point où ils constituent près de 65% de la population aujourd'hui. Mais malheureusement, cette forte concentration de population noire à Washington montre malheureusement une autre réalité qui est peu reluisante, c'est que les Noirs qui vivent à Washington ne vivent pas dans le centre-ville. Ils vivent surtout en périphérie de la ville, et c'est en périphérie de la ville que se trouvent, évidemment, on peut dire, les banlieues où les conditions de vie sont assez... Le centre-ville, c'est toujours immobilièrement cher. Oui, mais donc, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'était vrai jusque dans Mais dans tous les pays du monde, hein, c'est comme ça. Le centre-ville, c'est cher par rapport à la périphérie. Oui, c'est cher. Et c'est ce qui a fait, malheureusement, qu'au début des années 90, il va y avoir une migration des populations qui occupaient le centre-ville pour les raisons que tu viens d'évoquer, et qui vont partir de la ville pour aller s'installer dans des zones résidentielles qui sont en dehors du centre-ville. Et ça va avoir pour effet
ça va impacter, si tu veux, sur la fiscalité de la ville, puisque ces populations qui vont migrer et qui étaient relativement aisées, ça va constituer un manque à gagner pour la ville de Washington, au point où, à la fin des années 90, Washington était quasiment en cessation de paiement et quasiment en faillite. Il va y avoir, on va mettre Washington sous une espèce d'administration, sous une mise en tutelle en réalité de l'État fédéral en termes d'administration et de gestion, et c'est un peu cette situation qui perdure un peu jusqu'à aujourd'hui, puisque Washington est l'une des rares villes aux États-Unis jusqu'à présent qui dépendent en termes de financement pour son fonctionnement énormément de l'État central des États-Unis d'Amérique, faute de moyens de la part des populations. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens n'imaginent pas que Washington n'a même pas 1,5 million d'habitants. Hein. C'est une ville qui tourne entre 800 000 et 1 100 000 habitants. Donc c'est une ville qui est très peu peuplée. En l'occurrence, quand on compare avec New York, par exemple, c'est plus de 8,5 millions d'habitants. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, lorsque Washington avait été créé, dès les 10 premières années de sa création, il y avait eu à peu près 3 000 habitants, alors que la ville de New York n'en comptait que 8 000. Philadelphie aussi, qui était l'autre grande ville de l'époque, tournait aux alentours de 7 000, 7 500 habitants. Donc, au début de sa vie, Washington avait quand même une grande population. Mais ce qui va faire que cette démographie-là n'évolue pas énormément, à l'opposé de Philadelphie ou de New York, c'est évidemment le manque de dynamisme sur le plan économique. Et Washington, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une ville où l'activité principale, c'est une activité politique. Donc liée aux fonctions administratives. Voilà, politique et administrative, donc liée au fonctionnement des institutions américaines. Et donc il n'y a pas beaucoup de business dans cette ville-là. C'est ce qui explique que, évidemment, sur le plan économique, ce ne soit pas une ville particulièrement dynamique. Mais il faut aussi comprendre que Washington est à côté d'un très grand État qu'on appelle l'État du Maryland. Exactement. Et à côté, il y a l'État de Virginie. Voilà. Donc les gens préfèrent vivre à l'État de Maryland en termes d'habitation que d'aller travailler à Washington, tu vois. Et ça, c'est assez intéressant. Par exemple, quand je l'ai expliqué tout à l'heure, on a pris des terres qui étaient entre le Maryland et la Virginie. Et bien, au départ, la ville de Georgetown, qui était une ville totalement indépendante, va être rattachée à Washington après 1800 et va devenir un quartier de Washington. Par contre, Arlington, la ville d'Arlington, qui était au départ attachée à la ville de Washington lors de sa création, va être ensuite détachée et rétrocédée à l'État de Virginie. Donc ça, ce sont les transformations majeures que la ville de Washington va connaître au cours de son histoire. Mais il faut comprendre que globalement, c'est le centre névralgique de l'activité politique américaine, c'est le centre du pouvoir américain, mais ce n'est pas une ville économique, ce n'est pas une ville prospère sur le plan économique, comme on peut voir la ville de Seattle, la ville de Washington, la ville de New York ou d'autres grandes villes, Los Angeles par exemple, où il y a là-bas de grandes activités économiques. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire. On était 200 ans en arrière. 221 ans. Existe depuis 221 ans. Bon, en fait, la ville devient officiellement capitale fédérale depuis 221 ans, mais elle a été fondée en 1891, donc 9 ans plus tôt. D'accord, ok. Mais donc, c'est plus, c'est 200. Voilà, 1791, pardon, pas 19, 1791. C'est plus de 221 C'est plus de 221 ans d'existence, oui. Wow. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Start Fresh Morning.